Dans mon expérience, l'œuvre d'art inclut 3 temps. Passé, présent, avenir, dans l'instant du geste créateur. Je me déplace parce que je ne vois pas bien. Elle inclut ce qui l'a fait naître, sa réalisation dans l'acte et son propre effacement, puisque l'art n'est pas voué à durer dans ce temps matériel, pas plus que nos corps. Elle pose donc la question de ce qui reste, ou du comment faire avec ce qui reste, ou du comment faire avec ce qui ne reste pas. Dans mon expérience du faire, c'est par l'oubli de ma propre singularité qu'autre chose a pu naître et surgir, au-delà de l'angoisse, donc. Grâce ou à cause de la psychanalyse, dans mon parcours, cela est trouver les mots pour le dire, puis pour le faire. Prendre un Posca, dessiner sans réfléchir, sans comprendre ce qui arrive, puis trouver de la matière, pas n'importe quoi, des fils, des ficelles, des matières végétales, animales, puis avec mes mains projeter, tremper, mélanger, façonner, malaxer l'improbable, sculpter jusqu'à ce que l'insoutenable me soutienne. Donc oui, l'art m'a sauvée et ouvre des perspectives infinies de projets avec d'autres et pour d'autres. J'ai donc mis de côté pour vous un proverbe italien avec lequel j'ai grandi. Impara l'arte, mettila da parte. Apprends l'art et mets-la à part. Je vous le propose aujourd'hui parce qu'il est plein de sagesse et résume ma question. Je suis née à Rome, mais originaire d'Emilia-Romagna. Un père styliste et artiste peintre, une mère couturière, un grand-père paternel tailleur, un autre sculpteur marbrier, spécialisé dans l'art funéraire. Cette phrase, je vais vous la figurer par une anecdote, puis par une lecture. Mon grand-père, Emilio Anceschi, exécute pour Antonio Ligabue, artiste fou et errant dans la plaine du Pô, des inscriptions et une sculpture funéraire. Ligabue lui demande ça pour la tombe de sa mère. Ligabue, en échange, donne à mon grand-père un dessin et repart satisfait. La table de travail de mon grand-père est bancale. Il plie le dessin de Ligabue, le met sous un pied de la table qui se stabilise. Chacun continue son chemin. L'art des 2 hommes a servi des choses totalement différentes, au-delà de la valeur pécuniaire. Impara l'arte, mettila da parte, je l'entends aujourd'hui ainsi, apprends, puis oublie ce que tu as appris. Cela peut prendre toute une vie. Bernard Salignon, je cite, vous l'avez peut-être sous les yeux, « S'il y a un rapport entre l'inconscient et la peinture, dans quel sens est-il appréhendable ? S'il l'est, il est dans 2 espaces différents et hétérogènes. L'artiste dans son geste, ici la peinture, ne peint pas un schème ou un schème, je ne sais pas comment on dit, préalable, sorti de sa tête, mais suit ce daimon impersonnel et subjectif, hors savoir, insu, non su, et c'est le pinceau qui décide selon le temps. L'artiste, dans son œuvre, se découvre dans l'après-coup, elle est souvent surprise et déprise d'elle-même. Alors après, j'avais préparé la lecture de 3 petits poèmes qu'a écrit Flaviano. Donc le premier est pour Lucciola, qui est le tableau qui est là-bas. Vous le voyez derrière vous. Lucciola en Italie, ça veut dire la luciole. C'est un terme qui était utilisé par Pasolini pour parler des artistes engagés. Et il se plaignait de la disparition donc, dans les années 70 des lucioles. Mais c'est aussi la prostituée en italien et l'ouvreuse qui, avec sa petite lumière, éclairait les cinémas. Que reste-t-il de ces eaux sans source, de ces actes sans contact ? Que le bruit d'un temps sourd aux appels des lucioles mourantes. Le battement relâche des sifflements en filigrane et matière, condensant craintes et silences nus. J'attends l'attente dans un nid qui n'est pas le mien, une rencontre d'ombre, à défier la lumière, dire le chaos pour retrouver la mesure. Dans un espace mémoire inhabitable, mon corps habite le secret de mes jardins immenses. Un masque figé comme la mer, calme et détraqué, reste mon corps. Tu me parlais de passage alors que je m'apprêtais à offenser ma fragilité. Alors l'autre que Flaviano a écrit concerne l'âme des naufragés, qui est le bleu ici, en paysage. Au travers du rêve, dans l'espace d'un envol, sur la vague fondue par la rive, la mort adulte sur le rêve enfant, un jeu trop grand resté accroché, pendant, étranger à toute utopie. Dans la transparence de la promesse, le dire se traduit en faire, fil après fil, nouant l'herbe au sourire. L'Europe finit où l'Afrique commence.
Naufragé en un mot, incommensurable, qui sèche et sèche jusqu'à une nuit qui est nuit, seule. Dans l'effort de l'envol, déferle la pensée de la mer que je croyais pouvoir traverser. Mais dans ce désert, tout signifie dans l'élan. Je vois ton regard aveugle qui trace, parle, se perd, dans l'ombre qui reluit, dans l'azur. Enfin, le dernier, c'est celui qui s'appelle l'humain au lotus, où il y a un corps nu penché sur un lotus. Ce corps est une frontière ouverte, une goutte multicolore, où les épis blondissent lentement, une frontière mosaïque, inachevée, un terrain vague assoupi. Ce corps pèse et s'allège comme un péché, avec la patience d'un confetti, se pose humide dans le reflet ferme d'une mémoire, revenant des chaussées sur la pointe des pieds comme la folie. Ce corps est le dernier front de résistance, où toute folie se miroite, dans les eaux une tranchée, où le bien et le mal se désaltèrent à la même lumière. Questo corpo è vento, che pettina un mare d'erba, un filo che lega le due rive, una mongolfiera intravista da un bambino. Ce corps est une route étroite, une naissance lente, un fil de fer qui se noue. Dans ce corps, je vis mon enfance, la mia pronuncia materna, la cifra mai detta, sola, silenziata. Enfermée dans ce cube corps, vert, regard bleuâtre, la beauté contemple le signe et disparaît. Alors, je vais demander à... Peut-être déjà à vous, si vous avez des choses à dire comme ça, à brûle pour point. Sinon, je vais demander, je suis curieuse de demander à Flaviano et à Bernard, je ne sais pas lequel en premier. Peut-être Flaviano, parce qu'il a écrit ses poèmes par rapport au tableau. Peut-être comment il a réussi à nouer l'image. Comment tu as réussi à nouer l'image avec le visuel, avec... quelque chose qui, en fait, j'ai découvert étant... je lui ai dit, tu es rentré dans mon cerveau. Alors, je ne sais pas comment il a fait. Voilà, je ne sais pas comment deux sensibilités peuvent faire résonance avec des moyens d'expression complètement différents. Alors tout d'abord, bonsoir à toutes et à tous. Et merci Claudia pour m'avoir proposé comme ça de participer activement avec Bernard à ton expo ici ce soir. Avant de répondre à ta question, je voulais dire peut-être juste une petite chose qui me traîne dans la tête depuis qu'on a commencé en fait ce travail ensemble. Toi, tu poses une question. Si l'art peut sauver la vie Alors, je ne sais pas du tout si l'art peut sauver la vie, mais j'ai quand même une conviction. Je suis sûr que l'art peut la changer. Pourquoi peut la changer? Parce que si je pense à l'art, il y a des mots qui me viennent en tête immédiatement, qui est partage, échange, circulation, traduction, migration, transmigration, errance. Donc forcément, l'art peut la changer, sûrement. Après, s'il peut la sauver, j'en sais rien. Il y a Pasolini, par exemple, disait que la création est toujours un acte révolutionnaire. C'est-à-dire révolutionnaire dans le sens étymologique du terme, de revolvere en latin, c'est-à-dire de faire le tour, c'est-à-dire regarder les choses d'une perspective différente, sous un regard oblique différent qui n'est pas figé sur une vérité seule. D'Annunzio, d'ailleurs, il reprenait cette idée d'Oscar Wilde. Il disait il faut vivre la vie comme si la vie était une œuvre d'art. Là aussi, il y a superposition. Il y a encore art et vie, vie et art. Est-ce que l'art est la vie ou la vie doit se rapprocher à l'art? Encore Dostoïevski, il disait, il écrivait dans Les Frères Karamazov, il n'y a rien de plus terrible que la beauté.
Donc la beauté est terrible, mais terrible dans le sens justement qui représente un peu l'immensité. Et nous, et l'art nous demande de nous ouvrir, de d'accueillir la beauté, de savoir la reconnaître, de savoir la saisir. C'est de plus en plus difficile, mais il faut aussi, voilà, l'art, je pense que ça a un pouvoir aussi, que c'est celle de nous éduquer à la beauté. Et après, je m'arrête en répondant brièvement à ta question. Pour moi, je sais pas, ça a été très spontané. Tu m'avais demandé de contribuer de quelque manière. Tu m'as laissé libre, donc j'ai répondu avec la liberté de mon écriture. C'est pas la première fois que je travaille avec des artistes peintres, des artistes dans le sens large du terme. D'ailleurs, j'écris de la poésie et la poésie est image aussi, est musique aussi. Léonard de Vinci, dans un ouvrage qui s'intitule Le traité de la peinture, faisait une confrontation entre les différents langages artistiques, la peinture, la poésie, la musique, l'architecture, la sculpture, etc. Il disait que la peinture résume un peu les différents langages artistiques, aussi bien que la poésie. Donc je pense que j'ai fait une sorte de réécriture. Je me suis permis de m'ouvrir à 3 de tes œuvres, de tes tableaux qui sont là, qui m'ont parlé immédiatement. Et donc l'écriture poétique, quelque part, peut-être restitue quelque chose, transforme quelque chose, redit simplement les choses différemment pour en saisir des aspects différents, des tonalités. Donc, moi, je pense que le dialogue entre langages artistiques, c'est plus une nouveauté, parce que d'ailleurs, c'est quelque chose qui est pratiqué depuis très longtemps, même dans le théâtre. Et je pense que ça répond aussi à cette exigence de dialogue et de confrontation qu'on a quand on est dans un acte de création. Voilà. Merci. Je voulais demander maintenant à Bernard, à côté de moi, de rajouter quelque chose à sa façon, singulière, poétique et philosophique, sur son travail. Alors j'ai rencontré vraiment de façon des contingences, des coïncidences. Excusez-moi, c'est mon portable. Je vais le cacher, comme ça on l'entendra plus. Voilà, dans ton dernier livre, Les frontières du réel, l'espace ou l'espace-espace, vraiment des points communs, parce que tu parles de la Pietà. Donc c'est vrai que c'est une œuvre très forte de Michel-Ange. Ces passages sur le contact, le seuil, les frontières m'ont beaucoup marqué. Tu as fait aussi, dans le texte que tu as écrit sur ma peinture, tu parles aussi de ces frontières, de ces limites. Alors, je voulais savoir, j'ai pas une question très précise en fait qui me vient, mais peut-être tu peux rebondir, voilà, sur sur quoi tu as en fait, parce que quand j'ai lu ton texte, j'ai dû le relire sur plusieurs semaines, à vrai dire. Parce que j'y ai trouvé des couches, une espèce d'archéologie, parce que c'était difficile pour moi qu'on parle de ma peinture. C'est la première fois d'ailleurs qu'on fait ce travail comme ça en interaction, de façon parallèle. Et évidemment, j'ai été un peu dévoilée. Voilà. Je me suis sentie dévoilée parce que la façon dont je peins, je le fais dans l'intimité, c'est-à-dire pour l'instant personne ne me voit peindre à part mes enfants qui sont là, et je traverse effectivement des moments de grande solitude, mais surtout d'évolution dans la longueur. C'est-à-dire que je commence quelque chose et puis ça peut durer des mois jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui surgisse et qui pour moi fasse sens, et là je me dis ça y est, c'est ça. Et voilà. C'est compliqué parce qu'on a l'impression d'être accusé.
Et donc, je cherche de quoi, et je ne trouve pas, et c'est peut-être ça la faute, ou la faute principielle, c'est-à-dire on est toujours coupable, mais je vous dirai après pourquoi. Donc, oui, c'est pas parce qu'il n'y a pas de question qu'il n'y a pas de réponse, au contraire, je dirais. Ce qui m'a convoqué dans quelques-unes des œuvres est triple. C'est d'abord cette idée que la psychanalyse, si tant est qu'elle existe quelque part, nommable, nommée dans un rapport, non pas définitif, mais dans un rapport à ce qui n'est pas elle, à son extériorité, j'en suis vraiment pas sûr. Je dirais même le contraire, puis je développerai un autre point, c'est que, est-ce que l'artiste est dans son œuvre, ou est-ce que son œuvre est, non pas le reflet, mais ce qui lui dit non? Bien sûr, c'est l'idée que j'ai. L'œuvre n'est pas le prolongement des intentions réussies, loupées, abrégées, dégrafées, horribles parfois, du peintre, puisqu'en l'occurrence, c'est de la peinture dont il s'agit. Est-ce qu'on met ce qu'on est, ou est-ce qu'on met ce qu'on n'est pas? Ou est-ce qu'en voulant mettre ce qu'on est, on ne se débarrasse pas de ce qu'on n'est pas? Question compliquée, hein, compliquée, mais c'est peut-être ça l'essence de l'art. Peut-être que c'est entre ces morts comme ça que ça se joue. Mort parce que le hors-cadre est mort, ce que je disais. Dans la peinture, si vous voulez, l'endroit où la peinture s'arrête, c'est l'endroit où commence l'infini, l'au-delà, l'en-deçà, le ce qui ne se peindra jamais. Alors ici, c'est des murs. Les murs, parfois c'est au dehors, parfois c'est posé. En fait, ce qui redouble la question, c'est ce qui sauve, c'est pas l'art. Non, ce qui sauve, si quelque chose sauve dans l'art, c'est le point d'articulation. Art, puisque une des racines de l'art, c'est articuler, mettre ensemble des choses qui ailleurs ne se côtoient jamais. Alors ça fait pas monde, hein. C'est pas obligé que ça fasse monde. C'est pas obligé non plus que ça fasse œuvre. Parce qu'on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qui fait œuvre dans une œuvre? C'est pas sûr non plus que ça fasse, ou que ça laisse, ou que ça incite à développer son imagination. Si on n'en a pas, oui. C'est d'ailleurs le 80% des critiques d'art, ou des commentaires après musée, ou après installation, sont « ça me fait penser à ». Non, c'est quand on n'a rien à dire et rien à penser que l'œuvre vient comme béquille. Mais vous savez que les béquilles, il n'y a qu'à Lourdes qu'on en trouve autant. Après, les béquilles, ça sert pas à marcher. Ça sert à légitimer le fait qu'on ne peut pas marcher. C'est-à-dire qu'on ne peut pas articuler du vide entre les jambes. Donc, je reviens sur une seule peinture, une seule parmi d'autres, celle où il y a, non pas une figure, mais quelque chose qui vient vers nous tout en s'enfonçant. Et là j'y trouve le sens d'une articulation. Elle vient vers nous, cet homme oiseau, mais je ne sais pas si c'est un homme, je ne sais pas si c'est un oiseau, sort du bleu, ce que j'ai appelé après l'autre le bleu adorable, sort du bleu où il retourne, où il vient, et donc c'est dans cette, non pas confusion, mais c'est dans cette impossibilité de décider si ça vient vers nous ou si ça s'enfonce, ou si en même temps ça vient vers nous et en même temps ça s'enfonce. Donc nous sommes dans le ou et le et, mais nous ne sommes pas dans une étape d'interprétation. Qui que ce soit, quel que soit ce geste, il est peut-être une des figures multiples de l'art, c'est-à-dire là où le péril croit aussi ce qui sauve. Et je rebondirai sur l'envers d'une phrase de Fillou qui dit « L'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante ou plus passionnante que l'art. » Ben, je dirais le contraire. Je dirais la vie, c'est ce qui rend l'art plus intéressant que la vie elle-même, à condition d'être artiste. Et la phrase de Nietzsche est terrible. L'art pour artistes uniquement. Les autres, ce sont soit des marchands, soit certains acheteurs, c'est-à-dire ceux qui sont à la limite extrême où l'œuvre arrive toute faite. Et à part dans les grandes familles bourgeoises, et encore aristocratiques, où l'on peut croire que les plats arrivent tout préparés, qu'il suffit
mais l'œuvre n'arrive jamais toute faite. Elle n'est pas non plus à combler ou à finir, puisqu'elle est infinie. Voilà. Bon, après, Merci. J'aimerais beaucoup vous entendre, en fait, parce que c'est vrai que c'est un titre, alors que j'ai trouvé, je ne sais pas s'il est là, il m'a été un peu suscité par un autre peintre de Montpellier qui s'appelle Christian Martel. Je cherchais cette question et en fait, pratiquement, c'est lui qui l'a formulée. Parce que j'étais là, je voudrais faire quelque chose, poser une question, faire une soirée sur l'art. Et il me dit, mais l'art peut-il sauver ? Et voilà, donc j'aimerais savoir si dans... Je vois Jérôme qui lève la main. Si dans vos interrogations, il y a une place pour ça. En fait, moi, ça serait deux questions. Une question à Flavigno. Changer d'avis de l'artiste ou des regardeurs, de ceux qui contemplent les œuvres. L'art, quelle est sa fonction finalement ? D'abord pour l'artiste ou pour les deux à la fois ? Il y a tout un débat historique là-dessus. Parce que l'art aussi peut être contemplation et évasion du monde réel, et ça permet de le supporter, alors qu'il peut être parfois insupportable. Tout un débat politique. Et à Claudia, une question aussi. Attends, excuse-moi, la première question, tu peux répéter ? Changer la vie, c'est-à-dire changer la vie de l'artiste ou changer la vie de tous les gens, oui. y compris de ceux qui viennent. C'est une question pour moi Non, ou... c'est pour Flavigno qui a évoqué. Pour Flavia, non, c'est pour Flavia, pardon. Flavia, non, oui. Et parce que pour tu as mélangé Flavignon. Ça fait un beau mélange. Ça a marché. Une synthèse. Et pour toi, Claudia, c'est quand on crée une œuvre d'art, est-ce que justement tu parles d'intimité qui est un peu, peut-être un peu brusquée et dévoilée par à côté ton philosophe. Et est-ce que quand on crée une œuvre, en même temps, on s'expose un peu ? Ou est-ce que c'est pour dévoiler une part de soi ? Ou est-ce qu'on peut se dissimuler derrière une œuvre, derrière un tableau, on se cache et on donne une certaine image de soi qui n'est pas forcément celle qu'on veut donner, ou enfin qu'on cherche à donner pour essayer de peut-être un peu de se donner une bonne image de soi-même. Bon, c'est un peu pervers comme question, mais ça me va bien. Dans s'expose, il y a s'expose, quand même. Alors la première question, c'était sur est-ce que il y a une transformation. C'était pour toi ou pour moi ? Non, c'était pour toi. Les deux, si les deux veulent répondre, ou les trois même, il n'y a pas de problème, je ne suis pas sectaire. Non, c'est plus qu'une question. C'est-à-dire que la fonction de l'art... alors là, on a eu toute une panoplie d'avis. Si on se limite uniquement aux années 60, à partir de la moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a eu une panoplie de réponses qui se contredisent. Moi, je peux peut-être dire ce que je pense moi. On s'est souvent demandé si la fonction de l'art soit une fonction politique, sociale, communautaire, identitaire. Mais moi, peut-être je vais rebondir sur ce que Bernard a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que, à mon avis, donc moi, j'ai pas, à travers l'écriture poétique, je pense que Claudia, en premier, n'a pas d'avis arrêté sur ce qu'elle fait, parce que à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est plus, on se confronte toujours avec l'inachevé, c'est-à-dire que c'est quelque chose que pour l'instant se termine. Moi, je le vois aussi quand j'écris mes poèmes. Je veux dire, quand on me dit qu'il faut publier le recueil, ou alors quand à Claudia, on lui propose une expo, voilà. Alors là, ça c'est fini. Voilà, c'est fini parce que... donc, finalement, je ne pense pas avoir changé d'avis, mais simplement pour une raison, c'est que je pense que personne n'a un avis arrêté sur l'acte de création. Parce que si l'acte de création est une recherche, le but de la recherche, c'est de rechercher. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu mon idée là-dessus. C'est-à-dire que si j'arrivais à un but, ma recherche se terminerait. C'est une réponse, effectivement. Donc, finalement, voilà, je vois plutôt la chose comme ça, comme une confrontation aussi avec... Je veux dire, un tableau, un poème, une sculpture se pose toujours derrière l'absent, quelque part, pour moi.
c'est toujours un monument de l'absent et pour l'absent. Mais l'absent, c'est pas quelqu'un qui n'est pas là. C'est quelqu'un qui est là, mais qui change et on l'attend toujours différent. Et parce que quelque part, il faut toujours se retrouver là où personne ne nous attend pour pouvoir créer quelque chose. Autrement, je pense qu'on ne dirait pas grand-chose. Voilà. Oui, c'est toujours compliqué de répondre à une question parce que, à la fois, si on y répond bien, on la ferme, la question. On lui enlève toute autorité, puisqu'elle est dépassée par la réponse. Donc je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais ce que je peux au moins dégager comme ça dans l'horizon, c'est... Je partirai d'une phrase de Nietzsche. Je suis une chose, mon œuvre en est une autre. Point barre. Pourquoi cherche-t-on, pourquoi veut-on, pourquoi projette-t-on dans l'œuvre exposée quelque chose qui serait de l'ordre d'une intention cachée, voilée, ou vérifiée du côté de voilà l'auteur, où est l'auteur. Je pense qu'une œuvre, quand elle atteint ce point d'irréversibilité, c'est-à-dire ce point où elle s'est autonomisée elle-même en fonction de « il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a plus rien à enlever », avec toute l'ironie que ça peut comporter dans une histoire de l'art, les moustaches ajoutées à la Joconde, par exemple, qui sont, peu importe quoi, ça dit rien sur le fait que la Joconde était homme ou femme. Ça dit peut-être à l'envers qu'une œuvre d'art a atteint son point de complétude et qu'elle est à jamais pleine d'elle-même. Que ça veut dire pleine d'elle-même, je n'ai pas le temps de le développer. Ce qui veut dire aussi d'un autre côté que, et je m'arrêterai parce qu'après la réponse est infinie, entre celui qui regarde et celui qui fait l'œuvre, la seule chose qui est médiane, c'est pas l'œuvre en tant que telle. C'est l'œuvre disparaissante. Qu'est-ce qu'on emporte quand on quitte une œuvre d'art? Qu'est-ce qu'on emporte, non pas comme mémoire, mais comme souvenir, c'est-à-dire ce qui vient par-dessous? Qu'est-ce qui nous a permis d'être traversés et qu'est-ce que nous a laissé la traversée du regard d'une œuvre? Si c'est dans la projection fantasmatique de nos idéaux, j'allais dire, c'est pas une œuvre. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une béquille. En fait, elle nous laisse démunis. Elle ne nous sauve pas, elle nous inquiète. Elle nous bouleverse, elle peut nous rendre fous. Et parfois même, jusqu'à ne rien comprendre. Je donne en conclusion de ce petit moment, quand Hofmannsthal découvre les œuvres de Van Gogh. Hofmannsthal est un grand mélancolique, il le dit lui-même. Hein. Il est au bord de ce moment où les mots même ont perdu leur sens, où l'art a perdu son sens, où plus rien n'a de sens. Il voit les œuvres de Van Gogh, il ressort ragaillardi. Il dit waouh, cette espèce de torrent, cette espèce de maelstrom comme ça, c'est la vie elle-même. Ça veut dire que ce qu'on va chercher dans l'œuvre, c'est notre point d'impossibilité. Voilà. Pour lui, pour... Oui, rapidement, une question à tous les trois concernant le sous-titre sur le burn-out qui m'évoque la souffrance et un lien avec la psychanalyse, puisque je pense que on ne peut pas s'engager dans une démarche psychanalytique si on n'a pas une souffrance. Et de la même manière, j'aurais tendance à penser qu'il est difficile d'écrire du côté du poète ou de peindre du côté de l'artiste sans être aussi sur une souffrance à dire, à partager ou à montrer. Moi, j'aurais aimé, quand je vois ces dessins, là, je me disais, mais il y aurait eu un travail intéressant à faire avec le public. C'était de leur donner une feuille à tous et d'essayer de faire du dessin automatique. Parce que moi, quand je vois ce travail, je pense tout de suite aux surréalistes qui faisaient ce dessin automatique et qui partaient
dans leur univers. Et je crois qu'il y a beaucoup d'artistes pour démarrer dans leur créativité qui s'aident de cet exercice. Et effectivement, quand j'ai vu surtout les dessins, beaucoup moins les peintures, quand je vois les dessins qui sont en bas, là, et ben, j'ai pensé tout de suite à ça et je me disais, bon voilà, ça aurait été intéressant que chaque personne parte d'un dessin automatique et voit à travers ceux qui font aller plus loin. Et puis, donc, on aurait pu parler d'une création qui partait de chaque individu. Et je trouve que c'était pas mal. Alors, je vais d'abord répondre à Laure. Le titre, c'est... Donc, toi, tu es psychanalyste. Alors, j'essaie d'un petit peu d'orienter. Mais bon, déjà, simplement, le titre, c'est un jeu de mots avec ce qu'on appelle aujourd'hui le... Comment on l'appelle déjà? Le burn-out, voilà. Visiblement, j'en ai traversé un. Et j'ai voulu rajouter happy parce que dans les bars, à 6h, on peut boire de la bière, c'est la happy hour. Et puis surtout, non, blague à part, c'est pour être optimiste, c'est-à-dire montrer qu'on peut transformer l'enfer, la dépression, la décompensation, toutes ces horreurs qu'on peut traverser dans la vie ordinaire, avec l'art, grâce à l'art, de garder ces choses-là, parce que je pense qu'elles font partie de la vie de tous les jours pour tout le monde, cette souffrance dont tu parles, mais qu'au bout, je suis assez optimiste. Je pense qu'il y a quand même, à travers cette essence, ces difficultés qu'on traverse tous dans le quotidien, dans le travail, etc., en tout cas, moi, quand je dis l'art peut-il sauver, c'était pour montrer que cette expérience personnelle m'a vraiment beaucoup servi. Et alors, je rebondis avec cette très très belle idée. Merci d'ailleurs, parce que c'est vrai que c'est quelque chose que pour l'instant, j'ai pas pu mettre en acte. Mais peut-être qu'il est plus facile à mettre en œuvre avec un public plus restreint, parce que voilà, ça peut rester quelque chose de visible après pour les autres. Mais franchement, c'est une très très belle idée et merci. Pour l'instant, je la garde comme ça, mais je n'ai pas pensé à l'exploiter ici parce que c'est... je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. Peut-être une prochaine fois, prochaine expo, mais c'est une très belle idée, oui. J'ai été extrêmement surpris de voir la variété, l'étendue, la profondeur et le nombre de voyages intérieurs qui sont évoqués dans les peintures de Claudia. C'est quelque chose qui m'a stupéfait et bon, j'en connaissais certaines. Il m'a fallu les reparcourir pour essayer d'imaginer tout ce cheminement. Et là, il m'est venu une idée, je ne vais pas le développer, mais je vais dire très simplement le mot qui me vient en mettant un petit peu en parallèle l'art, l'expression artistique et la psychanalyse. Le mot qui me vient, c'est liberté. C'est la liberté, on appelle ça les processus inconscients, d'associer, de transposer, de différer, de confondre les choses, de les oublier. C'est aussi la liberté de ne pas tout dire. C'est aussi la liberté de mentir. C'est aussi la liberté de devenir chaque fois, de pouvoir devenir chaque fois quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est soi-même. Et c'est un peu dans cette variété extrême que je cherche encore. Et je n'ai pas de fil conducteur, et c'est pour cela que je dis, c'est vraiment cela de la liberté. Alors la liberté, c'est un très beau mot. Je ne crois pas y être encore, malheureusement. J'ai beaucoup de résistance dans l'évolution. D'ailleurs, vous voyez que ça évolue. Enfin, les premiers dessins sont plus ceux que vous appeliez surréalistes, enfin, dans le laisser-aller. Et une fois que j'ai laissé aller, c'est les autres qui sont arrivés avec beaucoup plus de difficultés. Parce que j'avais une visée plus engagée, on va dire, sur ce que je veux dire, de ce que j'ai compris sur la vie, sur l'existence, etc. Après, dans la variété, c'est quelque chose qui est effectivement peut ressembler à de l'incohérence ou voilà.
Mais ouais, mais malheureusement, enfin c'est pas malheureusement, c'est un peu ce qu'on dit du symptôme en fait. C'est-à-dire, on vit avec, quoi. Donc cette variété-là, je crois qu'elle est bien en moi, et que toutes ces facettes font partie de ma personne. Si elles sont dans la liberté, tant mieux. En tout cas, il y a de façon très évidente un premier travail qui ne m'a demandé vraiment aucun effort. Au contraire, une libération, une joie spontanée comme quand on est enfant. Et les autres, au contraire, qui ont été faits, peut-être pas dans la souffrance, mais en tout cas dans une élaboration, dans des états très, très, très variés, très différents, allant de la recherche désespérée, comme dirait Pasolini, la vitalité désespérée, à des états de trouvailles où j'ai enfin pu dire ce que je voulais sur est-ce qu'on meurt complètement, est-ce que voilà, c'est un lien avec la foi. Après, c'est très intime, mais c'est quand même lié à l'âme, à tout ce que je peux ressentir aussi de proche avec certains écrivains comme François Cheng, où je me sens traversée par l'horreur, on va dire, du monde. Et j'essaie d'en faire quelque chose, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a une disparité énorme. Et je vous avoue que quand je revois mes autres dessins, du coup, pour moi, ils sont déjà tellement loin, mais parce qu'ils ont surgi de l'enfance, en fait. Donc quand je les vois là, quand on a fait l'accrochage avec Roxane, il a fallu que j'en prenne quelques-uns parce qu'en plus, je suis partie du petit format, j'ai voulu faire des grands formats. C'était pas du tout naturel de faire ces petits dessins, comme vous disiez tout à l'heure, qui sont faits pour être plus sur des petits formats, n'importe où, voilà, à des grands formats. Et du coup, je pense que les grands formats, je me les réserve pour quelque chose de plus laborieux, de plus profond, etc. Mais bon, voilà, je sais pas si je me suis un peu perdue. Je suis timide, alors j'écris mes questions. Merci déjà pour la présentation. L'art en grec est à rapprocher du mot techné. Et le mot techné qui veut dire technique et savoir-faire. L'art dans les premiers temps, c'était des techniques et des savoir-faire qui ont été transmis. Et ça, c'est un mot, à mon avis, qui dans l'art est le plus important, c'est l'idée de transmission, de génération en génération. Dans les premiers temps de l'humanité, en fait, l'art décrit par exemple comment chasser. Et c'est en reproduisant sur des fresques comment chasser que les générations suivantes ont pu chasser. Et donc cette idée de transmission est très importante et je me pose la question de savoir si nous sommes toujours réceptifs à l'art. Il y a eu des expériences, par exemple, qui ont été faites dans le métro avec un violoniste de très haut niveau qui jouait et les gens passaient en fait sans voir qu'il était en train de produire de l'art. Ça a été le cas aussi avec Banksy, qui a vendu des œuvres d'art pour pas grand-chose. Et finalement, pour venir à ma question, je me demande si donc, nous sommes toujours aussi réceptifs à l'art et si nos modes de vie ne sont pas en train de modifier notre capacité à être récepteurs. Parce que si d'un côté, vous êtes émetteur, si vous n'avez pas en fait en face de vous des personnes qui sont en capacité en fait de recevoir votre message, c'est un petit peu compliqué. Et je voulais savoir donc si au fil de vos productions, vous ressentez une évolution en fait dans la façon qu'ont les gens de recevoir en fait votre message et votre art. Merci. C'est une question qui me touche beaucoup parce que j'ai cette question-là. J'ai cette question-là tout le temps dans ma tête, mais pas au sens où je fais un objet et ce qui va plaire. C'est pas du tout ma question. Par contre, cette question-là me touche beaucoup parce que j'ai pas la réponse, mais en tout cas, c'est la même question qui est comment dire aux autres quelque chose, tout simplement. C'est-à-dire, pour moi, l'art n'est qu'un moyen à la portée de tout le monde. Je le dis bien, c'est pour ça que je suis là ce soir. C'est-à-dire, pour moi, c'est tout le monde. Vraiment, tout le monde peut prendre sa main
quelque chose dans sa main et en faire quelque chose. Voilà, dire quelque chose à travers ça, ou ne rien dire d'ailleurs, hein, faire. Alors, pour moi, c'est pas délié de cette intégration qui est de savoir. Alors, j'ai pas les moyens intellectuels ou autres sensibles pour dire est-ce qu'il y a une évolution ou pas. Mais ce que je ressens en moi, c'est que quand, en tout cas, on met la main à la pâte, la question, elle est là et elle est très sensible parce qu'elle permet de voir justement dans le monde où on vit, est-ce que finalement l'autre nous voit, l'autre nous entend, est-ce que nous on voit l'autre, comment on le voit? Et je pense que, je ne sais pas si j'arrive à répondre, mais je pense que ça nous met, le fait de faire ça peut être autre chose, hein, de la musique, parce que là on parle de peinture, mais ça peut être tout à fait autre chose, du théâtre, de la musique, des performances, enfin voilà. Ça nous met au cœur de la question du lien à l'autre. L'autre, c'est l'autre, vous là ce soir. Mais c'est aussi de façon plus vaste l'environnement, la société, la politique, le monde, l'univers, le cosmos, etc. Voilà. À côté de moi, Flaviane, Bernard, comment nous on arrive est-ce qu'on n'a pas forcément le même langage, mais autre chose peut résonner. Et je crois que cette question-là, vraiment, elle est primordiale parce que si on fait les choses sans se préoccuper d'ensuite les autres sont des guides. Enfin, moi, je pense personnellement que la critique en art est utile, mais pas la critique du critique d'art, encore que la critique au sens ce que tu fais me fait horreur, me plaît pas, me parle pas, ou voilà. Pour moi, c'est ça, c'est ça. Je sais pas, je parle pas très au secours. Je voulais juste répondre 2 secondes sur cette idée parce que c'est très intéressant. Moi, Alberto Moravia, pendant les années de plomb en Italie, c'était les années 70, disait que l'art, écrivait sur différentes revues, etc. Il y avait cette idée qui m'a toujours marqué depuis la première fois que j'ai lu ce texte. Il disait que l'art est avant tout un geste, un acte et une déchirure esthétique. Et j'ai réfléchi énormément là-dessus, parce que c'est vrai que peut-être... je me demande, est-ce qu'on est prêt à la... C'est pas très important de savoir si on est prêt à recevoir la transmission. Pour moi, l'important, c'est d'être dans la transmission, c'est-à-dire et dans la tradition, dans le sens du tradere, et aussi à travers l'acte esthétique de l'art. Qui est un acte toujours politique, parce que quelque part, lorsque je fais un signe, et lorsque ce signe est en dehors de moi, je fais un acte politique dans le sens étymologique du terme de la polis, c'est-à-dire qu'il ne me concerne plus uniquement en tant que créateur, mais qui devient terrain de confrontation, qui devient terrain d'échange, de rencontres, de collisions, etc. Donc moi, je pense que c'est un peu dans ce sens-là aujourd'hui qu'on pourrait... je suis tout à fait d'accord sur l'art comme forme de transmission. La techné, oui, bien sûr, la techné, disons que l'acte esthétique se fonde aussi sur une techné qui est essentielle, qui est importante. Si je pense à la Renaissance en Italie, l'art, c'était les botteghe. Tous les grands artistes de la Renaissance se sont formés dans des botteghe parce que c'était de l'artisanat, en fait, l'œuvre d'art. On découvrait les techniques là-dedans, dans la bottega du Verrocchio, par exemple, dans le cas de Leonardo Vinci. Et puis, je voulais juste rebondir une seconde sur une intervention de tout à l'heure de madame, je pense, qui faisait une relation entre la souffrance, l'art et la souffrance, si je me rappelle bien. Alors, moi, c'est encore une autre question qui se pose depuis très longtemps, et lors aussi d'une journée d'études sur les poétiques contemporaines, j'avais organisé, parce que c'est une question qui me revient, j'avais organisé une journée d'études sur les poétiques de la douleur. Alors là, je ne pense pas que l'art soit relié à la souffrance dans le sens que nous on donne, le sens premier qu'on donne à la souffrance. Souffrance, c'est pas simplement souffrir, mais
Là, je reviens encore une fois à l'étymologie du terme. Ça veut dire savoir porter sur soi. C'est ça la souffrance. Donc, quelque part, c'est aussi un viatique, un voyage, capacité d'acceptation et de transformer. La douleur est une occasion. Erasme de Rotterdam, par exemple, parlait du rapport entre la création et la folie, étant donné que Claudia a fait un tableau en hommage à l'une des poétesses italiennes contemporaines, Alda Merini. Et c'est quelque chose que j'ai vu, ça t'intéresse et tu essayes d'y aller, d'essayer de vraiment de travailler là-dessus. Là aussi, la folie, comme la souffrance, c'est encore une occasion. Eugenio Montale, qui est l'un des poètes les plus importants du XXe siècle de la littérature italienne, disait que l'artiste est celui qui arrive à saisir. C'est une manière d'être au monde, à travers, bien sûr, peut-être la souffrance, peut-être la douleur, mais c'est pas un instrument, c'est le chemin, c'est un voyage. Et là, moi, je le retrouve dans ton parcours que tu partages avec nous ce soir. Moi, je pense que voilà, la souffrance, c'est un peu dans ce sens qu'il faudrait la lire. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais voilà. Non, je pensais à sortir de l'humain pour aller vers un autre lieu, mais qui n'est pas loin. C'est quand on dit une lettre en souffrance. Là, j'ai l'impression qu'on confond l'être en souffrance et la lettre en souffrance. Il y a des lettres en souffrance, c'est-à-dire des lettres qui n'arrivent jamais à destinataire, qui sont perdues, où l'écriture, comme l'œuvre d'art, se retourne dans le vide et la cécité d'où elles sont parties. Je pense que c'est important. Et je pense que peut-être que pour l'être humain, la souffrance, c'est justement l'incapacité, l'impossibilité ou l'extrême difficulté à mettre quelque chose au dehors, à aller vers les dehors, le non-moi, ce qui n'est pas moi. La souffrance est ressentie, c'est pas une douleur, hein. C'est peut-être le lieu où l'impossible et le possible se conjoignent. Parfois, ça donne, dans la mélancolie, le suicide, qui, n'oublions pas, est le seul acte qu'un homme peut réussir. Tout le reste, il le rate, comme on rate sa vie. Mais c'est pour ça que le suicide est quand même difficile à parler, puisque ça nous met face, non pas à un échec, mais face à une réussite totale. Je pense à l'œuvre, alors je reviens un peu sur la souffrance et l'œuvre, cette œuvre en souffrance. Peut-être qu'une œuvre est en souffrance tant qu'elle accepte à l'intérieur d'elle-même de se donner ces conditions aux limites non peintes, laissées dans cette espèce de blanc, dans cette espèce de figure absente. Ça me semble important que le blanc, la page pour le poète, la terre pour le sculpteur ou le marbre, apparaissent comme étant en souffrance d'attente de l'œuvre. Et pour conclure, ou pour finir pour moi, je dirais, oui, il y a une souffrance de toute œuvre, sauf si elle atteint quelque chose du sublime, puisque pour peindre, il faut bouger. Pour peindre, il faut bouger. Pour sculpter, il faut bouger. Ces deux mouvements sont inverses. Il y en a un qui enlève, la sculpture, elle enlève, la peinture, elle ajoute. Dans cette espèce de dialectique entre le rajout et l'enlevé, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le peintre, alors puisqu'ici nous sommes plutôt dans la peinture, qu'est-ce qui fait que dans ce mouvement, quelque chose s'arrête sur la toile? C'est peut-être ça la souffrance de la peinture. C'est comment, il ne s'agit pas de dire comment rendre le mouvement possible. C'est idiot. Ça se fait ou ça ne se fait pas. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, la peinture va arrêter son geste et va le figer? Et la peinture, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, monsieur, elle ne commence pas du tout par la transmission. Elle commence par un trait. Pline, il y a 30 secondes. Il y a Pline tel qu'il est enseigné dans les écoles des Beaux-Arts ou ailleurs. Vous savez, c'est le père
d'une fiancée dont le mari, très jeune, part à la guerre. Nous sommes en Grèce en 700 avant Jésus-Christ. Il prend sa lanterne et il dessine l'ombre sur le mur du soldat qui va se faire tuer. Donc là, on est dans la première peinture qui techniquement reproduit le réel ou la réalité, comme souvenir. L'autre est plus subtil. C'est Apelle, qui est un grand peintre grec. Quelqu'un va le voir, Protogène va le voir, peu importe. Il rentre dans son atelier. Il n'est pas là, nous sommes en 500 avant Jésus-Christ. Il y avait un tableau, il y avait un trait. Protogène est assez malin, prend un pinceau, l'affûte et fait un trait dans le trait. Apelle revient de ses courses, il a 75 ans. Il prend un autre pinceau et il fait un trait dans le trait, dans le trait. Mais ce trait est tellement petit qu'il est à la fois absent-présent. Et c'est ça, peindre. C'est pas faire c'est faire des traits. C'est pas faire des figures. Oui, je voulais aussi répondre par rapport au fait que à Montpellier, là, il y a, je ne sais pas s'il est là, Ganaël Maury qui a fait une fresque en résidence là, à la gare de Montpellier. Il faut passer par le souterrain. Donc elle a fait ça pendant 2 semaines. Tout ça pour répondre au fait que c'est vrai qu'on peut passer sans voir. La plupart du temps, d'ailleurs, je pense que tout le monde passe sans voir. Donc comment s'arrêter, c'est ça aussi. Peut-être, je pense qu'on peut s'arrêter en faisant et qu'on s'arrête aussi quand on cherche. Si on ne cherche pas, si on n'est pas dans un manque, on ne va pas voir parce qu'on n'est pas à la recherche de quelque chose. Après, voilà, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions je ne sais pas. Vous voulez qu'on arrête ou on continue, on arrête Voilà, je ne sais pas. Peut-être c'est l'heure de l'apéro. Ouais, voilà, c'est peut-être l'heure de l'apéro. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Et voilà, merci beaucoup. À tout à l'heure.